plupart des gens pensent que, vu que je suis présenté comme petit-fils de Gérard Mullier qui est supposé avoir des milliards d'euros, que moi je les ai aussi, ou en tout cas une fraction de ça sur mes comptes bancaires, ce qui n'est pas du tout le cas. Comment est-ce que j'en suis arrivé à racheter un club de foot alors qu'avant de le racheter en juin 2023, je pense que j'avais jamais ouvert l'équipe. Le truc de dingue qui m'obsède depuis tout petit, c'est comment est-ce que tu bâtis une équipe d'exception en fait. Le projet Auchan, c'était un terrain de foot. On va cliquer sur un documentaire qui raconte l'histoire d'un gars qui est né dans une des plus grosses familles françaises et qui décide de se lancer dans une aventure qui est le foot. Okay. Ça donne un documentaire palpitant, une série folle qui est disponible sur Canal, ça s'appelle Le Club, et j'aimerais qu'on regarde ensemble la première minute, et il arrive juste après pour nous raconter son histoire de dingue. Coup de tonnerre dans la cité royale. L'héritier de l'Empire Auchan, Alexandre Mullier, vient de racheter pour 3 millions d'euros le Football Club de Versailles. Un club de National 1 annoncé tout proche de la faillite. Avec son associé Fabien Lazare, il déclare, je cite, vouloir challenger les modèles classiques du foot. Mon cerveau n'est pas câblé pour se dire que c'est pas possible. Une star française du sport va rejoindre ce projet. Pierre Gasly, 29 ans, pilote de Formule 1 pour Alpine F1 Team et copropriétaire du FC Versailles. Comment ça va ? Oui, toi ? Ça va, ça va ? Le foot, c'est l'un des seuls sports qui me procure des sensations proches de la Formule 1. Accélère ! Accélère ! La victoire de Pierre Gasly ! Alex et Fabien sont arrivés, il y a eu un premier contact où ils m'ont expliqué le projet. Ça, on appelle ça une OBA, tu vois, le cockpit de pilotage où tu as le projet en gros. Et c'est ça qui est excitant et qui m'intéresse sur ce projet, c'est vraiment de construire les fondations et de donner les moyens à ces joueurs de pouvoir exceller dans ce qu'ils font. Mais dans le monde du foot, très rarement les choses se passent comme prévu. Accélère là ! Dans le monde du foot, très rarement les choses se passent comme prévu. C'est une histoire de dingue que raconte ce documentaire. Ça s'appelle Le Club. Et ça raconte votre histoire, Alexandre Mullier, qui vous êtes lancé dans un pari fou. C'est de faire du FC Versailles un grand club. À la base, vous êtes le petit-fils de Gérard Mullier, fondateur d'Auchan. Le groupe Mullier est propriétaire de plus de 130 enseignes, dont Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Kiabi. La fortune de la famille Mullier est estimée à 28 milliards d'euros, 7e fortune de France. Comment on décide de se lancer dans une aventure comme ça et comment on l'annonce à sa famille, en fait ? À quoi vous étiez destiné de base ? Moi, je pense que j'étais destiné à, des projets, créer des projets. J'ai été un peu happé par l'entreprise familiale Auchan parce qu'elle était en vraie difficulté et j'avais vraiment une espèce de responsabilité. Je ressentais vraiment une responsabilité vis-à-vis des collaborateurs. Parce que tout ce à quoi j'ai droit depuis que je suis tout petit, c'est grâce au taf que font tous les jours ces collaborateurs-là. Donc je suis rentré dedans en 2014. J'ai fini par diriger la boîte en 2021 et j'ai été sorti. Et donc, je me suis retrouvé à me dire, bon, OK, je fais quoi maintenant ? Qui vous a sorti ? On va dire que on n'est pas les seuls actionnaires. D'accord. Mon grand-père, tu vois, possède une partie de l'entreprise et les autres cousins, et les 1200 autres cousins, dont on fait partie également, possèdent le reste. Donc, des alignements stratégiques, politiques, qui fait que ça s'est arrêté. Mais en gros, pour schématiser, parce que les gens qui nous regardent, qui ne comprennent pas comment ça peut fonctionner. Comment ça peut être possible, ce genre de choses. Ouais. Je pense que j'ai un caractère très particulier. Je suis vraiment un entrepreneur, je fonce, je crois profondément au long terme, à la stabilité, à plein de choses qui, pour moi, me sont chères. Et dans la situation dans laquelle était Auchan, je pense qu'il voulait aller plus rapidement, avec des décisions plus peut-être court-termistes. Et moi, j'étais parti pour 40 ans, donc je ne voulais pas sacrifier, je ne voulais pas licencier de collaborateurs des magasins qui sont payés avec des salaires très, très faibles. Donc, il y a eu pas mal de désaccords et finalement, on a décidé de se séparer. Donc, vous passez de Wonder Boy de la famille au rebelle. Ouais, on va dire j'ai plutôt toujours été le rebelle. Ouais. Et j'ai dû lutter pour qu'on me nomme à ce poste-là. In fine, je l'ai été et le côté rebelle, je pense, a fini par casser l'aventure. Elle vient d'où cette rébellion ? Parce qu'on imagine que quand on est bien né comme vous, tout est OK. Il n'y a pas des raisons de... Alors, c'est une très bonne question. Je ne me la suis jamais posée, j'en sais rien. Je pense que c'est mon ADN, c'est ma manière de faire les choses. J'ai toujours tout remis en question. J'ai jamais voulu rentrer dans une case. C'est pas la cause, hein, c'est la résultante. Mais je sais pas, j'ai jamais voulu être considéré comme un héritier ou un fils d'eux ou un machin. Moi, j'avais mes trucs en tête. Je voulais faire ce qui me paraissait avoir du sens. Redresser Auchan, qui était dans une situation compliquée, qui avait un impact environnemental à désirer, social, sociétal. Ça me paraissait être un projet de vie, quoi. Et donc j'y suis allé avec ma vision, ma manière de voir les choses.
Et ça s'est arrêté. Donc pour revenir sur la première question, comment est-ce que j'en suis arrivé à racheter un club de foot alors qu'avant de le racheter en juin 2023, je pense que j'avais jamais ouvert l'équipe. L'équipe foot, Formule 1, je regarde, c'est pour ça que je suis associé avec Pierre. Mais vraiment, tu me poses la question de donne-moi en 2023 un joueur de foot de Ligue 1, en dehors des Messi, Mbappé, etc., qui sont des stars autres que des stars de foot. Je suis incapable de t'en sortir. Et Jonathan David, parce que je suis né dans le Nord, je ne sais pas pourquoi je connaissais son nom, et je t'en sors aucun autre. Et en 2025 ? En 2025, beaucoup plus. Ouais. Mais c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, les joueurs. Moi, ce qui me passionne, le truc de dingue qui m'obsède depuis tout petit, c'est comment est-ce que tu bâtis une équipe d'exception, en fait. Parce que le foot, même si j'y connais rien, le projet Auchan, c'était un terrain de foot. Parce qu'en fait, ma vision de l'entreprise à moi, c'est de me dire que il ne faut pas qu'il y ait un mec au-dessus qui te dise ce que tu dois faire. Le mec d'au-dessus, qui est plutôt pour moi en dessous, son rôle, c'est de faire en sorte que chaque collaborateur, c'est comme et ça s'y prête pas mal, comme un joueur de foot. Mon rôle, c'est d'entraîner, de permettre à chaque personne dans la boîte de s'entraîner, de s'améliorer. Si tout le monde s'améliore, la boîte, elle va grandir. Ça coûte combien un club de foot ? Ça coûte entre 0 et... Je ne sais plus combien ils l'ont acheté, le PSG. Aujourd'hui, 5 milliards, ça va valoir. Et le FC Versailles, ça a coûté combien ? Ça a coûté, en gros, pour faire simple, entre 2,5 et 3 millions d'euros en achat. Ouais. Donc tout le monde m'a dit, putain, génial, t'as acheté une belle marque pour ce prix-là, c'est un super club, il est en 3e division, super deal. Mais non, la réalité, c'est que tu achètes ce que le club va te coûter en perte. D'accord. Et donc, c'est un projet à... Alors, ça veut dire quoi pour que je comprenne ? On a racheté un club qui perdait beaucoup d'argent. Benoît, t'as compris ? Oui. Mais la question que je me pose, c'est que c'est à partir de la 3e division que ça te permettait d'avoir aussi le lead. Parce que la Ligue 2 et les clubs de Ligue 2 et de Ligue 1 n'étaient pas forcément sur le marché de la même manière, du coup. Alors, j'ai regardé. Moi, je voulais un club d'Île-de-France avec Fabien. On a regardé première division, PSG. On va passer à la 2e division. Paris FC, ça avait été... il y avait une vente de titres de Bahreïn. J'avais entendu que c'était aux alentours de 60 millions. Ça a été racheté par Dior, non ? C'est ça ? Par Bernard Arnault, Antoine Arnault. Ouais. La famille Arnault, effectivement, propriétaire d'LVMH, etc. Donc il y avait Paris FC en Ligue 2, sauf que je me disais que ça valait à peu près 50 millions, ce qui n'était pas du tout ce que j'avais en possibilité. J'ai regardé 3e division, il y avait le Red Star, qui est un club que j'adore, vraiment. Sauf qu'ils avaient ils avaient été rachetés un an avant pour 20 millions d'euros par un investisseur. Et si tu veux racheter un investisseur, il faut lui proposer x3 pour qu'il accepte de partir aussi rapidement. Et le Paris 13, que j'ai regardé, mais c'était encore une association et j'ai pas senti le truc. Et j'ai pas vu Versailles. Parce que ça collait tellement pas au foot pour moi qu'on est passé à autre chose. Et mon avocat, qui était très proche du PSG, il m'accompagne depuis 12 ans, il connaissait des gens. Je l'ai appelé le jour où j'ai descendu les classements. Il m'a rappelé en me disant, j'ai une opportunité, j'ai un truc qui, à mon avis, peut plaire. Et quand on met 2-3 millions comme ça, c'est de sa poche ou on va avoir des banques Alors, ouais, tu poses des questions vraiment intéressantes parce que la plupart des gens pensent que, vu que je suis présenté comme petit-fils de Gérard Mullier qui est supposé avoir des milliards d'euros, que moi je les ai aussi, ou en tout cas une fraction de ça sur mes comptes bancaires, ce qui n'est pas du tout le cas, en tout cas aujourd'hui. Et donc, j'ai financé entièrement par de la dette bancaire privée. D'accord. Sur ma gueule à moi. Pour l'instant, entièrement en dette. Alors, une fois qu'on a pris ce risque, comment ça se passe quand le club perd ? Alors déjà, on a été un peu surpris d'autant perdre. Ouais. On ne pensait pas qu'on allait perdre autant parce qu'on avait recruté un coach qui avait réussi en national, en 3e division, qui était monté en Ligue 2, qui était resté en Ligue 2 avec un tout petit budget. Donc on s'est dit, on a ça. Et nous, on apporte ce côté où on s'occupe des gens. Il est resté, ce coach ? Il est resté... Tu travailles encore avec lui, non, pas du tout. On a changé 3 fois de coach. 2 fois de coach. Et je ne me rends pas compte, avec un budget comme ça, il y a de l'argent à mettre dans l'équipement, ou quand tu rachètes un club de 3e division dans le foot, toutes les installations sont déjà nickel et il y a les moyens de tout de suite travailler en qualitatif, ou il y a des choses qui ne vont pas. Je me pose la question pour un club de 3e division. Très bonne question. Quand on l'a racheté, et ça, on ne l'a pas vu, et je ne regrette rien, et je pense que je reprendrai la même décision, même en le sachant, mais je vais réfléchir un petit peu plus longtemps, je pense, c'est qu'il n'y avait pas d'infra. Pas d'infrastructure, ce qui veut dire qu'on n'avait pas de centre d'entraînement, pas de stade attitré. On ne peut pas jouer dans notre ville, donc ça a été vraiment notre talon d'Achille pendant les 2 premières années. Et aujourd'hui, on se projette, on a un projet à 50 ans de vie, où on va mettre un village FC Versailles, où le but du jeu, c'est d'avoir tout au même endroit. Stade, centre d'entraînement, centre de formation et bureau. On va regarder un petit extrait qui parle de la gestion humaine, parce que c'est aussi quand même une des vraies composantes de ce métier. Est-ce que les retours que vous avez pu faire en Modeste ont été clairs sur le fait qu'il n'était pas au niveau justement attendu pour performer dans notre groupe ? Modeste, il a une situation confortable ici.
qui fait qu'il peut s'accrocher. Il a combien par mois? 5 000. Tu lui fais un schéma qui est très simple. Là, il reste 8 mois. Je sais ce que tu vas me dire. Fois 5, 40 000 euros, très très bien. C'est déjà fait. Et si tu n'acceptes pas de partir au moment où tu peux encore partir pour un club, pour un salaire à 3 000 euros, que tu pourras peut-être avoir pendant 2 ans, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas jouer. C'est déjà fait. Donc tu vas épuiser ta valeur sur le marché. C'est déjà fait. Il comprend pas. Non, mais c'est pas il comprend pas, c'est qu'un joueur, c'est court terme. Ce qu'il a à prendre, il le prend. Le mec, s'il est bien là, et qu'il a pas envie de bouger, que sa femme, elle est bien installée là, que Modeste, il est content parce que sa mère, elle habite à 30 minutes, et ben il attend 6 mois. Et dans 6 mois, quand son contrat sera terminé, il va partir. La stratégie pour que, en gros, il quitte le club, c'est de faire comprendre qu'il n'a pas d'avenir au club, qu'il ne jouera plus pour le club. Moi, dans ma tête, il y a au moins 2000 autres leviers à exploiter. Tous les entraînements, pendant que les autres, ils jouent au foot, lui, il trottine autour du terrain. On ne veut pas humilier les gens. Non, mais ce que je te dis, Non, c'est on ne veut pas humilier les il y gens. a une première étape. Attends, je Oui, répète j'ai parce que non, je sais que c'est pas clair. J'ai compris. Avec ta réponse, je sais que c'est pas clair. Mais je te dis qu'il y en a pas d'autres. Ouais, je peux pas accepter ça. Moi, je l'ai fait. Et à Dunkerque, j'en ai sorti 6 des joueurs. Et comment tu l'as fait? On les met à part. Voilà, en fait, donc Voilà. tu sais pas faire. Je sais faire, mais c'est le foot. Mais je non, dis pas du que coup, les gens nous disent c'est comme ça dans le foot. Mais non, mais ce que je veux te dire, c'est C'est que comme ça dans le foot. Et ce que je dis, c'est que le foot n'arrive pas à faire sortir les gens dans de bonnes conditions, en les respectant, ne les humiliant pas, etc. Moi, je me dis qu'il existe une possibilité de le faire. Est-ce qu'on a une réponse différente avec l'expérience à la phrase « mais c'est le foot » quand il y a des problèmes? Est-ce que moi, j'ai une réponse à ça? Ouais. Bah, moi, déjà, j'avais pas de réponse à ça. Je lutte contre ça. Ouais. Parce que j'ai appris qu'à chaque fois qu'on me dit c'est comme ça, c'est pas autrement, tu parlais de choses impossibles, en fait, tu peux toujours trouver une solution. Ce que ça montre, et moi j'ai le beau rôle dans cette scène, parce qu'elle est montée, elle a duré 1h30, la réunion. Moi j'ai le beau rôle du patron qui veut bien faire les choses, et Salomon en face, on a l'impression que c'est celui qui est le bourreau des joueurs qui ne correspondent pas aux attentes du coach. Mais c'est pas du tout ça. Ce que ça montre, en fait, quand on regarde toute la série, c'est de là où on part, parce qu'elle a plus d'1 an, cette scène. Donc ça veut dire qu'on était sur la fin de la première saison. C'est de là où on part et de là où on arrive. Et dans la saison, dans toute la série, tu vois le cheminement. Mais de là où on part, c'est ce qui se passe là. C'est que Salomon, lui, on lui a demandé d'essayer de trouver des solutions pour que Modeste, qui est un super joueur au demeurant, là il passe pour un mauvais joueur dans cette scène-là, mais c'est un super joueur, juste créer une équipe qui performe, c'est une question de compatibilité. Compatibilité par rapport au projet de jeu du coach, compatibilité par rapport au club, à l'institution, compatibilité par rapport aux autres joueurs. Et le fait est qu'en fait, ça ne fonctionnait pas. Mais ce qui est dingue, c'est que la façon de parler de sportif, c'est comme si on parlait d'un business. Les deux choses sont très liées, mais comme ce qu'on disait précédemment, c'est que la partie athlète et la partie business ne font qu'un, en fait, quand on parle d'un sportif. Après, je pense que tous les dirigeants d'entreprise... d'entreprise du sport, parce que là on parle d'entreprise du sport. Dans l'UFC, c'est pareil. Les dirigeants de l'UFC, ils ont un projet marketing sur chaque combattant qui est différent en fonction de leur profil. Pour ça qu'il y en a qui vont faire des carrières, il y en a qui vont gagner ou perdre, ça leur importe peu, parce que le profil du combattant leur plaît et leur permet de combler des cartes, d'avoir le spectacle qu'ils demandent, d'avoir un gage de qualité et d'engagement sur certaines situations. Il y a des profils qui collent plus ou moins aux attentes des dirigeants des différentes entreprises. Eux, c'est encore différent parce qu'en plus de ça, il y a le côté collectif. Donc il faut effectivement que le joueur il soit accepté par le vestiaire, en plus de par les coachs, et qu'il y ait une harmonie pour que ce soit performant. Nous, c'est un sport individuel, donc c'est vraiment juste la capacité du combattant à créer de l'engouement et à surtout honorer les combats, le poids, etc., à être professionnel. J'aimerais qu'on regarde une dernière scène. On y est, c'est un match crucial. Je pense que c'est le plus important depuis le début de la saison. J'ai besoin que vous vous dépassiez là ce soir. J'ai vraiment besoin que vous vous dépassiez. Et en vrai, j'ai même envie de vous demander de vous sacrifier. Si je me permets en tout cas de le faire, c'est parce que je souffre, vous le voyez pas. Mais depuis 2 ans, c'est dur. C'est putain de dur ce que je vis. Ça me coûte très cher ce club. Je parle même pas d'argent. Moi, ça m'a coûté mon mariage. Et quand je dis mon mariage, c'est pas juste ma femme, hein. C'est quasiment la moitié du temps que je peux passer avec mes enfants. J'ai le sujet de la crédibilité, l'image. Vous les lisez, les réseaux sociaux, je pense. Et je vous parle même pas des relations avec ma famille. Il y a personne qui comprend ce que je fais. Il y en a beaucoup qui me méprisent pour ça. Je pense que vous le savez à peu près tous, hein, je me suis fait virer de la boîte de mon grand-père. Alors que j'ai donné 10 ans de ma vie.
j'ai une putain de revanche à prendre. Tu parlais d'impact. Bah après, chez Auchan, ça n'a pas été rien non plus. Parce que c'était vraiment une boîte qui était dans une situation très compliquée, gigantesque. Il y avait plus de 70 000 personnes. Donc c'était déjà un truc que je connaissais. Et en reprenant un club de foot, je me suis dit, je passe de 70 000 à 50 personnes. Ça va être finger in the nose, hyper simple. Et c'est le truc le plus intense que j'ai jamais vu de ma vie. T'es jamais tranquille, en fait. T'es jamais tranquille, c'est hyper complexe parce que tu parles beaucoup d'organique, tu parles de personnes, tu parles d'équipes, de gens. Et le moindre truc que tu fais, il est observé à la loupe, donc tu t'en prends plein la gueule partout. Un club en plus qui perd de l'argent, quand tu mets ton propre argent dessus, que tu en plus tu t'endettes, c'est extrêmement compliqué. Et les gens le voient pas, les gens voient les paillettes, et c'est pour ça que nous, le deal avec Canal+, c'était vraiment une série documentaire en totale transparence. Là, les caméras, on le voit pas, mais il y a eu 450 heures de tournage pour 3 heures à l'écran. Donc on les a complètement oubliés. Complètement oubliés. Donc ce qui est montré, c'est vraiment... C'est comme un épisode de striptease, en fait, à la fin, vous savez plus. Mais vraiment. Là, il n'y a rien qui est joué. Tu vois, il n'y a pas une seule scène qui est jouée. Moi, il y a un truc qui me marque là-dessus, et ça, j'en parle d'expérience, c'est le speech, je trouve ultra touchant et tout. Je pense que ça a vraiment impacté les joueurs, ça touche les joueurs, parce que c'est un speech qui parle de lui-même et qui a une certaine honnêteté. Le seul truc où je prends la défense des joueurs, et je me demande si la première année, c'est pas ça aussi qui a fait que peut-être certains étaient en contre-performance, c'est que le fait d'avoir une caméra tout le temps sur toi, moi, je le vois quand j'ai passé la bascule. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, au début de ma carrière, j'avais jamais de caméra. Quand j'avais une caméra, c'était une fois tous les 6 mois, c'était de l'exceptionnel. Aujourd'hui, quasiment tous mes entraînements sont filmés. Tu as des médias, etc. Et le temps de s'acclimater à ça, il y a ce moment de bascule. Des fois, il prend 6, 7, 8 mois. Même des fois, pour certaines personnes, ça peut être plus court, plus long. Mais tu as un moment de bascule pour en faire une abstraction totale et se concentrer que de nouveau sur ce que tu as à faire toi pour devenir, pour eux, dans leur cas, un meilleur footballeur. Ça peut prendre un peu de temps. Et moi, j'ai fait... Il y a un truc que j'ai observé aussi avec le... Pour moi, ça a été une des grosses, peut-être... un des gros facteurs qui a fait que le PSG, pour moi, il a mis longtemps avant de gagner la Ligue des Champions. Pour moi, je trouve que l'année où ils ont été le plus tranquilles médiatiquement parlant et tout, et on les a laissés le plus dans l'ombre, c'est l'année où ils ont surperformé, où ils ont éclaté tout le monde. Et non seulement en tant que joueur, ça prend du temps, et tous les joueurs ne sont pas capables de s'acclimater aussi bien à la caméra. Et ça, je pense que ça, c'est un truc peut-être qui est dans ton équipe, qui est peut-être à regarder, sentir. Et même peut-être que toi, tu l'as ressenti toi-même dans certains speeches. Celui-là, peut-être tu as senti, tu as réussi à en faire abstraction totale, mais il y en a peut-être d'autres moments où tu as senti que, là, j'ai l'impression... C'est sûr. Mais j'y pense, là, je surjoue, c'est pas ce que je voulais dire, ou alors, etc. Et pour les joueurs, il faut se dire que c'est pareil, en mode, là, je surjoue, je joue trop individuellement, ou etc., etc. Après, tous les matchs sont filmés. Hein. Oui. Mais je me suis pas posé cette question. Mais d'être aux entraînements, là, c'est au quotidien, c'est dans la vie quotidienne, etc. C'est l'entraînement, c'est tout qui est filmé.